Bonjour, Vox Africa. Marietou Diko, c'est une artisane, c'est une ouvrière, c'est une femme qui s'occupe du développement et de la promotion des textiles du Mali à l'international et dans son pays, le Mali, en produisant chez elle. Ce secteur, en fait, je l'ai pratiqué depuis l'âge de 17 ans avec ma maman, à la maison d'abord. Et après, je l'ai pratiqué à l'école des bonnes sœurs où j'étais, où on nous a appris à tout faire, à faire la cuisine. On faisait des études, mais c'était obligatoire de choisir quelque chose qui représente la femme, que la femme pouvait faire après. Et c'était la couture, surtout. Et donc, moi, j'ai appris là-bas d'abord à broder, à tricoter, et à apprendre à entretenir un linge, à connaître la différence entre les étoffes et comment les entretenir. Et maman, à la base, c'était maman à la maison, parce qu'elle est métisse française, pupille de l'État, et elle a été enseignée par les Français dans un orphelinat qui s'appelait la pupille de l'État. Donc, maman nous a tout appris. Elle nous a tout appris. Et c'est de là où est venu l'amour pour la mode d'abord. Ensuite, c'est qu'à partir de 17 ans, j'ai commencé à vivre réellement de l'artisanat et de la mode. Parce que c'était des moments difficiles, très très difficiles au Mali, où il y avait des 6 mois sans salaire de mes parents, et moi j'avais le devoir d'aider ma mère, d'aider mes frères et sœurs. Donc l'artisanat pour moi était évident, c'était ma passion à 17 ans qui est devenue mon revenu. Et je vous dis, franchement, j'ai fait des études. J'ai eu beaucoup de diplômes en cours de formation, mais j'ai jamais arrêté de faire de la mode. Je n'ai pas quitté directement les institutions de travail pour aller vers la mode. En fait, la mode, je l'ai appris, je sais même pas, depuis 1963 que je tourne la machine de ma maman. Donc, j'ai appris la mode très très jeune, j'ai eu l'amour de la mode, mais j'ai eu aussi l'amour des étoffes africaines par ma grand-mère maternelle, à qui ma griffe est dédiée Tradition mode africaine, dédiée au coton du Mali, parce qu'elle nous a appris à nous occuper du coton déjà brut et à filer le coton, et elle avait des tisserands qui tissaient le coton. Donc moi je suis au début et à la fin de la chaîne en faisant des vêtements. Les études étant obligatoires, il fallait quand même un salaire, il fallait aussi travailler pour avoir un salaire. Donc j'ai continué tant bien que mal dans la mode, mais c'est en 2000, le 7 avril 2000, que j'ai fait un grand défilé de mode à Bamako et que j'ai lancé un défilé Peul ce jour-là pour pouvoir m'installer, me faire connaître et faire connaître ma passion qui est devenue à partir de ce jour-là légale aux yeux de la loi, où j'ai fait des papiers pour justement légaliser mon statut de créatrice de mode et de styliste. Je dis bien créatrice de mode parce que quand on va à l'école des bonnes sœurs, des sœurs catholiques, des sœurs canadiennes qui nous apprennent des choses, c'est sanctionné par des diplômes, mais pas des diplômes de couture. C'est que par l'expérience, j'ai appris, comme tant d'autres grands créateurs sur cette planète-là, à aimer la mode, à aimer les étoffes africaines surtout. Justement, j'ai travaillé 16 ans pour les Nations Unies, j'ai eu une formation de commercial d'assurance, j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance privée de la place à l'époque, et entre les deux agences des Nations Unies, j'ai travaillé pour une compagnie pétrolière, et après j'ai travaillé pour l'UNICEF à Paris pendant 2 ans. Donc je vous dis franchement que démissionner a été pour moi un salut, et c'est parce que je savais que mes frères et sœurs et ma famille étaient maintenant à l'aise que je pouvais prendre des risques, parce qu'il y avait déjà la relève qui était assurée par mon petit frère et par ma petite sœur. Donc je me suis permise de tout laisser tomber pour ma passion. Voilà mon parcours côté mode. C'est pas un parcours qui a été créé de but en blanc pour dire sur un coup de tête, non, je démissionne, je vais dans la mode. Non, je démissionne, je fais la promotion de l'artisanat et des textiles du Mali. C'était quelque chose de préparé. Donc à partir du 7 avril 2000, alors que je travaillais pour une des agences des Nations Unies encore d'UNESCO, je me suis permise de fonder ma maison de couture et de mettre en place un salon de coiffure qui faisait des tresses, essentiellement des tresses
et des tissages et l'entretien des pieds, des mains et les soins du visage et le maquillage. Donc, utiliser des produits naturels de France et notamment des produits naturels du Mali, dont le henné et le karité, pour entretenir les femmes. Parce que le masque sur le visage en henné est fantastique. Le beurre de karité sur les cheveux et sur le visage, c'est merveilleux. Donc, je me suis servi de ces produits naturels-là pour faire un salon de coiffure. Avec ma boutique de monde, donc ça me faisait du 2 en 1. Les clients de la boutique étaient les clients du salon de coiffure. La vocation de faire la promotion des étoffes du Mali à l'international, parce que c'est mon choix. L'Africain s'habille africain. Et en Occident, nous avons besoin d'être connus. Je vous précise que les Européens aiment beaucoup les tissus africains. Et quand c'est de qualité, c'est encore plus facile à gérer, c'est facile à vendre et surtout quand c'est bien cousu. Je le précise, mes vêtements ne sont pas pour des touristes faits au marché. Je fais de la haute couture. Et donc, le rôle d'ambassadrice des textiles et de la mode m'a été conféré par le ministère de l'Artisanat d'abord, parce qu'on m'invitait à toutes les foires, aux salons, aux expositions, et j'avais la notoriété par rapport à mon pays, parce que je représentais valablement mon pays. Mais c'était parce que le ministère de l'Artisanat m'en a donné l'occasion aussi, et que moi j'ai accepté de prendre des risques en payant des espaces sur les salons, en payant des billets. Même quand je ne payais pas d'espace, je payais quand même mon billet, je payais pour ma fille et ma soeur qui m'accompagnaient depuis 2001. Donc, ce rôle d'ambassadrice m'a été donné d'office par le ministère de l'Artisanat pour tenir les salons, les foires et les expositions dans le salon de l'agriculture, le salon mondial de l'agriculture, le salon mondial du tourisme, la foire de Paris. Et nous faisions aussi à l'époque l'artisanat du Mali à Paris, que moi j'ai nommé le Mali à Paris. Et le terme a été accepté par le ministre de l'Artisanat. Et nous avons étendu cet artisanat-là dans toute la France. Aujourd'hui, nous sommes les premiers, les précurseurs des foires, salons et expositions dans tous les départements de France et à l'international. Donc, ce rôle d'ambassadeur sied bien à tous les artistes, sied bien à tous les artisans et à toutes les artisanes surtout, qui se déplacent beaucoup pour aller vendre l'image du Mali, vendre les produits culturels du Mali. Parce que nous avons beau dire, avec les problèmes que nous avons eus, Tombouctou n'est plus visité, Djenné n'est plus visité, Mopti, la Venise malienne, n'est plus visitée. Caille, les chutes du Félou, même où il n'y a pas trop de problèmes. Le Tata de Sikasso, Ségou, cette belle ville de Ségou qui n'est pas loin de Bamako, ne sont plus visitées parce que nous avons quelques soucis de terrorisme et d'attentats amplifiés en fait par les médias. Mais c'est qu'il y a des problèmes partout dans le monde. Mais il faut dire que nous avons des problèmes quand même un peu particuliers. Et ces problèmes-là m'ont amené, moi, à m'étendre à l'international, jusque dans les îles comme Haïti. En Guadeloupe, je vends. En Haïti, je vends. Et à Paris, j'ai amené des artisans en pleine guerre pour pouvoir vendre l'image du Mali. Parce que nous allons là où les autres ne peuvent plus venir chez nous. Oui, les produits artisanaux, sans les produits artisanaux, la culture ne s'exporte plus et ne se vend plus au Mali. Ce qui nous a encore mis devant l'importance des produits artisanaux du Mali. Nous pouvons mettre Djenné à côté des produits, l'image de Djenné, et projeter des films sur Djenné à côté des produits artisanaux. Nous pouvons projeter Tombouctou avec les beaux Touaregs, les belles femmes Touaregs, avec leurs parures incroyablement de reines, à côté de nos étoffes traditionnelles. Et je vous assure que l'artisanat continue à se vendre à l'international. Et moi, je suis ravie de porter ce rôle d'ambassadeur. Donc, j'incite la presse, comme vous le faites, comme Vox Africa le fait aujourd'hui, de nous aider à communiquer à l'international. Le Mali est encore là et existe. Il y a des produits artisanaux ici. Il y a du monde qui vient, il y a tellement de réunions, de rencontres, de séminaires qui se tiennent à Bamako. Et il y a des produits artisanaux qui sont à Bamako, de Kidal à Caille, les produits sont sur Bamako, pour ceux qui ne peuvent pas aller à Kidal et Tombouctou, même nous qui ne pouvons pas y aller. Mais les artisans sont là et viennent avec les produits. Et nous étendons
considérablement sur l'international pour vendre les produits artisanaux du Mali, parce que c'est un pouvoir économique que nous donnons aux artisans en allant vendre. Les artisans n'ont jamais arrêté de produire. Donc nous, en vendant, vous la presse, en faisant notre promotion, nous arrivons à soutenir l'économie et à éviter cette immigration de masse qui se fait en ce moment sous le prétexte qu'il y a la guerre. Il y a toujours des problèmes dans tous les pays. Là où ils vont aussi, il y a des attentats, hein. Il y a des attentats assez souvent et des attentats incroyables. Il y a des tsunamis dans les pays. Et là, ce n'est même pas des attentats. Donc, il y a des problèmes un peu partout. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui que nous parlions du développement, de la promotion de l'artisanat textile chez nous, au Mali, en Afrique et aussi à l'international. Je fais des salons hors du pays. En plus de cela, je fais l'UNESCO. La semaine africaine de l'UNESCO, ça fait 2 ans que je participe avec bonheur autour des pays africains. Nous sommes beaucoup de pays à vendre l'Afrique. Et aussi, j'anime des conférences sur femmes et artisanat, femmes chefs d'entreprise dans l'artisanat et femmes dans l'agriculture, parce que de la graine de coton aux vêtements s'appelle ma marque que vous voyez. Ça, c'est vraiment du made in Mali, entièrement fait au Mali, comme on dit aux États-Unis, entire made in Mali. Ça, c'est des produits qui sont de la graine de coton, plantés au Mali, cueillis au Mali, filés au Mali, tissés au Mali et cousus au Mali. Donc, je vous assure que le coton du Mali, nous sommes les premiers producteurs, que nous avons la chance de pouvoir avoir ce tort blanc qui est chez nous. Et ce tort blanc, nous l'exportons, nous faisons des salons à l'international un peu partout dans le monde. Et même quand nous participons à des réunions, ma chambre est toujours un lieu de vente pour les personnes qui participent au salon foire et exposition. Je leur vends les 5 étoffes du Mali. Quand je vous dis les 5 étoffes du Mali, il y a le pain tissé, il y a le bogolan, il y a les basans, les percales, les crétones sur lesquels on fait de la teinture malienne. Il y a les imprimés wax et il y a le beau bogolan du Mali qui est une teinture naturelle. L'indigo et le beau bogolan du Mali sont des teintures purement naturelles. Et il y a le wax qui vient des impressions. Nous avons 2 belles usines ici au Mali qui produisent énormément, qui créent de la richesse et de l'emploi. Donc je vous dis franchement que en allant dans les foires, salons et expositions, je l'ai souvent dit, c'est des expressions, des espaces d'expression de la mode, de l'artisanat et de l'image de mon pays, du Mali. Et chaque fois que je suis invitée, même si je dois payer de ma poche, j'y vais. Mais j'ai aussi le soutien de mon État, de l'État malien, le Mali, qui me soutient énormément en m'envoyant dans les foires, les salons et expositions et qui me donne des appuis financiers en m'achetant des billets ou en me payant des frais d'hôtel, en sachant que je suis une personne engagée, une Malienne très engagée, une patriote convaincue que le Mali se développera aussi par les textiles du Mali. Donc moi je travaille en continu. Je ne cherche pas des prix, je ne cherche pas des trophées. Ce que je cherche, c'est pouvoir travailler tous les jours, travailler de façon à augmenter tous les jours mes expériences, à augmenter ma clientèle, à augmenter la reconnaissance du Mali à l'international. Je n'ai jamais compétit pour avoir des trophées ou avoir des reconnaissances. Je pense que ce qui est important, c'est la reconnaissance de mes clients. C'est la reconnaissance de mon pays, le Mali en entier, qui me soutient. Moi, je n'emploie pas que des jeunes, j'emploie des vieux aussi. Parce qu'on pense qu'on doit mettre les vieux dans les placards. Non. On pense qu'il faut soutenir que les jeunes filles. Non. Il faut soutenir les jeunes garçons pour qu'ils soient de vrais chefs de famille aussi. Je soutiens les jeunes filles, mais les jeunes filles, j'ai toujours eu de mauvaises expériences avec. Parce qu'elles sortent des écoles de couture et après, elles se marient et font des enfants et elles ne veulent plus continuer dans les métiers de la mode. Les métiers de la mode, il y a beaucoup de branches. Il y a la coiffure, il y a la couture, il y a le maquillage, il y a les tresses qui sont différentes des tissages. Mais j'investis surtout sur cette population qui vieillit et qui peut transmettre aux jeunes. Donc je couds beaucoup avec des personnes âgées qui sont
éparpillés dans Bamako, qui sont ou dans le grand marché, ou qui sont installés derrière les grandes endemies de Bamako, là où on se fait vacciner. Je travaille avec un peu toutes ces couches de population qui sont fragiles. Les garçons se sont énormément fragilisés. Les tailleurs ne savent plus coudre, parce que les vieux, c'était des transmissions de famille à famille avant. Et les jeunes sont partis. Les jeunes étant partis, n'ayant plus suivi les pas des parents, les jeunes qui n'ont pas réussi à l'école pensent qu'il faut venir apprendre la couture, apprendre dans un atelier pendant 2-3 ans et acheter une petite machine. Les jeunes s'installent sans avoir la maîtrise de l'emploi. Et c'est là où je voudrais qu'on en vienne après aux difficultés de mon métier. Donc, je forme des jeunes, je forme mes tailleurs. Et je compte beaucoup plus d'ailleurs sur les vieux, je dis les vieux, mais les vieilles personnes, les personnes âgées, ici on les appelle les vieux, mais moi je les appelle ceux qui nous ont mis au monde. Et ceux qui savent transmettre ce qu'ils ont appris avec amour et passion. Donc je préfère aller vers ces populations-là qui sont pauvres en général, parce que les métiers de la mode n'enrichissent pas en général. Donc j'aide les jeunes, mais les jeunes sont tellement pressés de réussir. Les jeunes sont souvent paresseux, il faut le dire. Pour apprendre, ils nous trouvent tatillons, nous les vrais créateurs de mode. Nous, on a d'abord appris les codes par des internationaux et nous avons appris à transmettre les codes en étant rigoureux. Et en étant rigoureux, nos tailleurs ne sont pas stables. Là, c'est là où le bas blesse, où les tailleurs veulent tout de suite. Tout le monde se dit tout de suite styliste. Et être tailleur est d'ailleurs plus valorisant un très bon tailleur qu'être styliste. Styliste, c'est quoi? Styliste, c'est quand tu ouvres un salon de couture que tu dois t'appeler styliste. Non, moi je pense qu'il faut avoir la maîtrise du métier, de bout en bout. On a l'amour du métier, c'est déjà beaucoup. Quand tu ouvres un salon de couture et tu veux gagner ta vie. Donc, mais je pense qu'il faut une formation, il faut un perfectionnement. Et c'est ce perfectionnement aussi que j'accorde à mes ouvriers tailleurs qui viennent travailler chez moi. Donc, c'est exactement là où l'importance de mon travail avec le personnel que j'emploie, non seulement à la maison qui sont rémunérés, mais du personnel à la vente, à l'accueil, à la tenue du magasin. Ça, c'est un autre métier. Comment recevoir la clientèle, comment savoir vendre. Ça, c'est le commerce, c'est la vente. Et quand je dis les métiers de la mode, tout ceci est compris dans les métiers de la mode. Il y a la production, il y a l'écoulement du stock. Et il y a les communicateurs comme vous, à Vox Africa, pour nous aider justement à vendre. Les autorités suivent le peuple. C'est le peuple qui décide. Quand nous allons voter, c'est nous qui votons. Je pense que si nous portons nos vêtements, les autorités vont porter nos vêtements. Les gens pensent que c'est le contraire. Mais ils ont vu un exemple bien frappant ces derniers temps, où quelqu'un d'important que je nommerai pas a commencé à porter des étoffes du Mali. Mais on l'a traité de mannequin. Donc je vous dis franchement que quoi que tu fasses, c'est le peuple qui décide. Si le Malien a vraiment l'amour du Mali, quand on a de l'amour pour quelque chose ou quelqu'un, on le prouve. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Je pense qu'il est important pour nous, tout en gardant notre liberté, d'acheter tout, de vouloir porter ce qu'on a envie de porter, d'être encore plus nationaliste, d'être beaucoup plus des patriotes avec des preuves en achetant les étoffes du Mali. Ça, c'est le dernier mot que j'ai à dire. Et le tout dernier, c'est dire merci aux autorités du Mali de me supporter, mais merci surtout à mes clients. Merci à la presse internationale et à la presse nationale de mon pays, le Mali, qui me soutient depuis mes débuts. Depuis avril 2000, le 7 avril 2000. La presse malienne ne m'a jamais lâché, malgré que je sois partie, que je revienne, que je reparte. Ils m'ont toujours suivi, ils ont toujours relayé tout ce que je fais pour mon pays, le Mali, que j'aime avec tant de passion. Merci beaucoup, Vox Africa.